Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir encore, nous irons à Nairobi au Kenya où le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a invité hier lundi la Banque mondiale et ses partenaires à un appui accru en faveur des pays à faible revenu qui font face à des défis de plus en plus complexes. À quelques heures de la célébration du 1er mai, Journée internationale du travail, les forces sociales apportent les dernières retouches à leur cahier de revendications à remettre au gouvernement. L'une de nos équipes s'est rendue au siège de quelques centrales syndicales qui s'affairent à boucler les préparatifs de l'événement. Et puis à l'étranger, les pluies diluviennes, les pluies de mousson aggravées par le phénomène climatique El Niño font des ravages au Kenya, dans l'est de l'Afrique, engloutissant des villages et menaçant de causer encore plus de dégâts dans les semaines à venir. De mars à aujourd'hui, le pays compte plus de 170 morts en raison des inondations. Face à ces situations qualifiées d'extrêmes, le président a invité les populations à évacuer les zones à risque. Robert Begré-Mambé, le chef du gouvernement ivoirien, a invité hier la Banque mondiale et ses partenaires à un appui accru en faveur des pays à faible revenu qui font face à des défis de plus en plus complexes. C'était à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la 21e reconstitution des ressources de l'Association pour le développement international à Nairobi, au Kenya. On fait le point avec Pierre Dipomela. En marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement, à la 21e reconstitution des ressources de l'Association pour le développement international à Nairobi, le Premier ministre, Robert Begré-Mambé, a échangé avec le président kenyan, William Samoei Ruto. Les deux personnalités ont évoqué les pistes pour un renforcement de la coopération entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Nous avons abordé des questions d'intérêt bilatéral et surtout mis ensemble les fondements d'une coopération très renforcée entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour le président kenyan de réaffirmer son profond respect pour la Côte d'Ivoire, un pays considéré comme une référence sur le continent en matière de croissance économique. Avant cet entretien, le chef du gouvernement ivoirien était à la tribune du sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la 21e reconstitution des ressources de l'Association pour le développement international. Représentant le président Alassane Ouattara, à cette rencontre de haut niveau, le chef du gouvernement a plaidé pour un soutien plus accru de la Banque mondiale en faveur des pays à faible revenu, confrontés à des défis de plus en plus nombreux et complexes. Les gouvernements des pays à faible revenu doivent aujourd'hui faire face à des défis majeurs et de plus en plus importants dans un environnement de ressources limitées. La digitalisation, la modernisation de l'agriculture et des secteurs productifs, le développement du secteur privé ainsi que l'emploi des jeunes constituent les défis auxquels la Côte d'Ivoire devra faire face et pour lesquels le pays a besoin du soutien de la Banque mondiale. Un appui sollicité également pour gérer la question des réfugiés venus des pays voisins du fait de la situation sécuritaire dans le Sahel. Avec les menaces sécuritaires au Sahel, la Côte d'Ivoire fait face à un nombre de plus en plus croissant de réfugiés sociaux. Ils sont au plus de 50 000 à ce jour, entraînant des pressions sur les services sociaux de base et un engagement fort du gouvernement. Ainsi, au-delà du guichet IDA pour les communautés d'accueil et les réfugiés, mon pays sollicite un appui soutenu de la Banque mondiale en matière de prévention et de résilience. Le Premier ministre a également souligné le rôle majeur joué par la Côte d'Ivoire dans la 20e reconstitution des ressources de l'IDA 20, une voie que le pays s'est engagé à poursuivre. Ainsi, le pays abritera les 9 et 10 octobre prochains le sommet économique africain en faveur de la mobilisation des investissements majeurs pour soutenir la campagne de reconstitution des ressources de l'IDA 21. Dans quelques heures, nous serons le 1er mai, jour de la célébration de la fête du travail. À la veille de l'événement, les forces sociales apportent les dernières retouches à leur cahier de revendications qu'ils présenteront au gouvernement demain. L'une de nos équipes s'est rendue au siège de quelques centrales syndicales qui s'affairent à boucler les préparatifs de l'événement. C'est un sujet de Thiemé Dandje et Eric Kimo. Bourse du travail de Tricheville, amphithéâtre à Diko Niamke, cadre des festivités de la fête du travail dans la centrale UGTCI. À quelques heures de l'événement, les préparatifs, sous la supervision du président du comité d'organisation, vont bon train. Après s'être rassuré de la bonne exécution des tâches, retour au bureau d'où sont livrés enjeux et attentes du 1er mai 2024. Le rôle du bureau de placement,
c'est de recruter à la demande d'un employeur les qualifications qu'elle a besoin pour l'exécution de la production de ses biens et services. Malheureusement, on a outrepassé les décrets d'application. Et aujourd'hui, ces sociétés-là s'érigent en véritables employeurs et gèrent la carrière des travailleurs. Alors qu'il y a un décret qui formellement l'interdit. Les exploitations offshore de pétrole et de gaz, ces entrepreneurs sont assis ici et gèrent la carrière des travailleurs. Vous voyez la dangerosité du travail. Autre centrale, la plateforme nationale. Depuis ses bureaux, le secrétaire général national et des camarades du bureau exécutif bouclent les derniers détails. Au cœur des enjeux cette année, les revendications sectorielles dont des engagements pris l'an dernier sont restées, selon Nyanya Zadi, lettre morte. Il y a des questions qui ne demandent même pas de l'argent, mais qui traînent encore sur la table. Il y a des ministères qui ont mis en place ces secteurs, ces comités sectoriels, d'autres ne l'ont pas encore fait. Même là où ça fonctionne, il n'y a pas de résultats et on a l'impression d'être dans du dilatoire. Et ça, c'est une mauvaise impression qu'il ne faut pas donner. Parce qu'à côté de cela, des bruits commencent à se faire percevoir avec des nouvelles préoccupations. Des préavis nous sont déjà déposés sur certaines tables. Et ça, c'est une inquiétude. Cap sur la centrale humanisme basée à Adjamé-Williamsville. Aux côtés du secrétaire général, Soro Mamadou, des camarades impliqués dans l'organisation du 1er mai. Moment de communion avec les syndicats affiliés. Ici également, des enjeux qui vont être mis en exergue demain mercredi. L'harmonisation de la grille des salaires, parce que nous avons des grilles diversifiées qui profitent à certains corps de métier, certains emplois, quand d'autres ont des grilles qui sont un peu inférieures. Il faut une harmonisation. Il faut aussi harmoniser les indemnités et primes. Certains emplois en ont, d'autres n'en ont pas du tout. Son Excellence le Président de la République a bien voulu moderniser, professionnaliser l'emploi des dockers et dockers transit de Côte d'Ivoire. Ainsi, un décret a été pris à ce profit. Mais depuis 2019, où le décret a été pris, 5 ans après, nous voyons les employeurs exerçant dans nos ports hésiter. Nous voulons saluer le ministre des Transports qui fait des efforts pour concilier les positions. Mais nous appelons son Excellence, Monsieur le Premier ministre Robert Begremambe, à l'effet qu'il convoque un atelier à ce mois de mai pour que nous allions élaborer les textes du nouvel organe de gestion des dockers transit. Quoique les défis demeurent et vont être au cœur des attentes déclinées dans le cahier de revendications 2024, les partenaires sociaux saluent tous plusieurs efforts et actions du gouvernement. Cette édition du 1er mai, comme à l'accoutumée, va être marquée par une célébration au palais présidentiel. Va manquer à l'appel cette année le défunt général de la FESACI, CG, colonel Dr Mamadou Doya Traoré, qui a rangé définitivement l'arme le 2 octobre 2023. On enregistre de plus en plus d'accidents et maladies professionnelles en Côte d'Ivoire. Cela entraîne des drames, autant pour les victimes que les autres parties prenantes du monde du travail. Dans le reportage qui va suivre, on s'intéresse aux 7 secteurs d'activité les plus accidentogènes. Vous verrez comment l'État s'y prend pour prévenir les risques professionnels à travers le concept sécurité santé au travail. Un reportage de Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Une clôture qui s'écroule sur des travailleurs, un incendie qui se déclare en pleine activité, faisant des morts et grands brûlés, un travailleur renversé dans la circulation sur le trajet. La liste des accidents en milieu professionnel est bien longue. Prévenir les risques professionnels d'accidents et de maladies, telle est l'approche privilégiée par l'exécutif ivoirien à travers le ministère en charge de l'emploi et la CNPS. Sur le terrain, elle se traduit par le concept SST, à savoir sécurité santé au travail. Quel état des lieux dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque, à savoir l'agriculture, les industries extractives, l'électricité, l'industrie manufacturée, les transports, ainsi que le bâtiment et les travaux publics. Cap est mis sur la zone industrielle de Yopougon. Sotassi, entreprise de production d'acier, nous ouvre ses portes. Sur les lieux, ce chef d'équipe se prépare à rejoindre son département. Avant, il se soumet au protocole de rigueur, le port des EPI,
équipements de protection individuelle. Place enfin à la supervision du travail des agents sous son autorité, s'assurant dans la foulée du respect du protocole SST, un exercice répété toutes les 2 heures. Même démarche pour le directeur technique, descendu pour l'inspection de routine. C'est pour vous dire encore une fois que les équipements de sécurité, c'est très important. Il y va de votre sécurité, de la sécurité de tout le monde. Donc il faut toujours les porter sur vous. Autre département de production, même rituel, avec à la clé une induction sécuritaire, moment de rappel des consignes. Sur recommandation de son comité sécurité santé au travail, l'entreprise, par souci d'une meilleure réduction des risques, mise sur des équipements de dernière génération. Un aspect bien perceptible à l'unité de production de brouettes. Ici, les équipements au-delà du risque d'accident minimisé font passer la production journalière de 700 à 1000. Outre les chefs d'équipe, 3 agents encadrés par ce pompier servant passent au peigne fin le dispositif de sécurité au travail, qui intègre également des équipements internes pour circonscrire tout départ de feu, mais aussi un centre de santé pour une prise en charge médicale de tout accident ou maladie en lien avec le poste de travail. Je suis ici depuis 2015. Mon travail consiste à faire des rondes pour vérifier si les incendiaires sont accessibles, si le personnel porte les EPI et si la zone de travail est sécurisée. Toutes ces mesures ont permis de réduire le risque d'incendie dans l'entreprise. Parce que depuis mon arrivée, on a eu seulement que 2 départs de feu d'incendie que nous avons pu maîtriser sans l'arrivée des pompiers. Ce dispositif donne des résultats probants. À la satisfaction de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, son directeur de la prévention et de la promotion de la SST livre un tableau sombre des accidents professionnels. En Côte d'Ivoire, nous avons plus de 7000 accidents du travail par an, ce qui occasionne près de 8 milliards de nos francs en termes de réparation. Et lorsqu'on sait que les conséquences indirectes que l'on retrouve au niveau de l'entreprise sont 4 à 5 fois supérieures, donc vous voyez bien que nos 8 milliards du côté de la Caisse de sécurité sociale sont en réalité près de 4 fois, 5 fois supérieurs au niveau des charges qui incombent à l'entreprise. Face à cette situation non réluisante, l'expert de l'Institution nationale de sécurité sociale interpelle les acteurs du milieu professionnel. Certaines entreprises qui ne sont pas en règle ou qui ont peur de représailles n'ouvrent pas leurs portes. Et donc nous leur disons que nous sommes leurs partenaires. Nous les accompagnons dans l'amélioration des conditions de travail. Nous conseillons l'employeur et le travailleur et tous les acteurs du monde du travail afin qu'ils puissent prendre les précautions qui s'imposent pour éviter une catastrophe. Au-delà du volet prévention des accidents et maladies professionnelles, la SST permet de rendre le cadre du travail sûr dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, employeurs, travailleurs, acteurs syndicaux, institutions de sécurité sociale et État. À Yopougon, Koweït, des populations manquent terriblement d'eau dans les robinets, une situation qui perdure au fil des mois. Dans la foulée, certains ménages reçoivent des factures d'eau qu'ils jugent salées. Du côté de la Sodeci, le problème demeure une préoccupation qui est en train d'être adressée, comme l'a confié l'entreprise, à nos reporters Salif Yalekwe et Chèque Bleu. Dame Martine Bougui, 77 ans, se soumet quotidiennement à cet exercice malgré son âge. La recherche de l'eau, source de vie pour ses besoins au quotidien. Elle qui vit dans ce quartier de Yopougon-Koweït depuis plusieurs années. Le problème de l'eau, là, ça me fatigue. Il y a les gens qui vendent l'eau dans les sachets. Là. Des fois, ils m'ont cherché. Des fois, c'est là que j'ai connu Citerne. Là. Depuis que Citerne est venu, si Citerne vient là, j'ai plus l'eau à boire. Comme Martine, ce sont toutes les femmes de ce quartier qui vivent cette infortune. Avoir de l'eau, un vrai sacerdoce. Malgré la sécheresse dans les robinets, elle doit faire face aux factures d'eau qui s'accumulent. Depuis 4 ans aujourd'hui, là, il y a problème d'eau. Ils nous ont dit, ils nous ont rassuré que c'est la voirie. Mais quand la voirie va finir là, nous allons avoir l'eau. Mais jusqu'à ce jour, aucune goutte. C'est avec forage, nous faisons tout. Mais quand ils se lèvent dans leur coin là-bas, ils viennent à leur corps à bien attraper ceux qui nous donnent forage encore.
On nous fait venir des factures de 42 000, de 50 000. Mais allons enlever cet argent pour payer. Un seau, 50 francs. Bassine, 100 francs. Barrique, 500. Si tu n'as pas l'argent, ça veut dire que si tu n'as pas l'argent, toi, tu ne l'as pas et ta famille. Je chante du matin au soir. Mon mari, ça se débrouille. Il faut qu'il vienne trouver l'eau, il vient trouver la nourriture. Je suis obligée de charger l'eau à chaque instant. Je suis fatiguée. Ici, c'est comme comment on appelle, un nouveau quartier. Et ce qui avait été prévu ne peut pas contenir toute cette population. Donc il faut de nouvelles canalisations, il faut de nouveaux... C'est-à-dire, vraiment, il faut entreprendre d'autres choses qui puissent aider la population d'ici. Notre souhait, c'est que l'État nous vienne en aide. Notre souhait, c'est qu'on puisse avoir de l'eau dans les robinets. Du côté de la SODECI, la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 268 habitants sur 1000 sont atteints de paludisme et bien que les soins soient gratuits, l'éradication de la maladie reste un problème majeur pour le gouvernement. À ce titre, il annonce très bientôt l'arrivée d'un vaccin pour renforcer les outils de traitement contre la maladie. Quel sera l'impact de ce vaccin dans la lutte contre cette pandémie? Les réponses dans ce sujet de Moussa Nikiema et Joseph Zécré. En Côte d'Ivoire, le paludisme demeure un problème de santé publique. Les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ici, à l'hôpital général d'Adjamé, les consultations liées à la maladie sont très courantes. Quand la goutte épaisse est positive, on met immédiatement en place le protocole qu'il faut. Pour le traitement, on va jusqu'à 4 à 5 jours pour éradiquer immédiatement le paludisme dans le sang de l'enfant. Et par rapport aussi aux cas graves, on peut avoir des neuropalus qui peuvent prendre au moins 1 à 2 semaines avec d'autres bilans qui sont extérieurs. Tous les jours, quand on vient entre 10 malades, on a au moins 8 de paludisme. Bien que la prise en charge de la maladie soit gratuite, le nombre de patients reste alarmant. Le paludisme, comme toutes les autres pathologies graves de l'enfant, sont prises en charge gratuitement. Les formes simples comme les formes graves. Il se trouve que nous avons reçu, sur 60 et quelques mille malades que nous avons reçus, il y a au moins 20% de cas de paludisme. Donc parmi les 20%, principalement ce sont les enfants qui meurent. Et ici, les patients meurent généralement d'anémie et de paludisme. Et généralement, c'est l'anémie palustre. Parce que c'est négligé et nous recevons des cas comme ça. En plus des méthodes de traitement qui existent, le Programme national de lutte contre le paludisme annonce l'arrivée prochaine d'un vaccin. Le vaccin qui va être donné avec 75% d'efficacité, plus au moins l'utilisation des moustiquaires, nous pensons qu'on va couvrir au moins 80-90% des enfants et cela va nous permettre de réduire la morbidité liée au paludisme chez les enfants. Et le vaccin sera disponible dans notre pays dans le mois de juin. Au plus tard en juillet, on a le vaccin. Pour cette année, il y a 40 districts qui vont bénéficier de ce vaccin. Les 40 premiers districts, ce sont les 40 premiers les plus éligibles, c'est-à-dire les plus endémiques qui vont bénéficier de ce vaccin. Dr Tano explique que le vaccin, efficace à 75%, participera à l'éradication de la maladie d'ici à 2030, comme s'est fixé le gouvernement ivoirien. Les dispositions sont prises pour que d'ici 2025, toute la population des enfants de moins de 5 ans qui vivent en Côte d'Ivoire puisse bénéficier de ce vaccin, pour qu'on puisse avoir une bonne couverture vaccinale afin de pouvoir réduire la morbidité liée au paludisme. Le directeur coordonnateur du programme a signifié que le pays enregistre 268 cas pour 1000 habitants et 5 décès pour 100 000 habitants. Il a annoncé par ailleurs une campagne de distribution de moustiquaires dans les prochains jours avant d'inviter les populations à l'assainissement de leur cadre de vie. Un mot de religion pour l'édition 2024 du pèlerinage musulman, le Hajj. Ce sont 10 000 candidats, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour le privé, qui ont été validés pour la Côte d'Ivoire. Face à la presse, le directeur des cultes a annoncé que le vol inaugural est prévu pour le 27 mai prochain. En plus du calendrier, Messamba Bamba a invité les candidats à respecter les procédures en vigueur. Moussa Nikiema et Rikimo. Pour l'édition 2024, ce sont 10 000 candidats qui ont été attribués à l'État de Côte d'Ivoire pour le pèlerinage à la Mecque. Selon le directeur général des cultes, le vol inaugural pour la Terre Sainte aura lieu le 27 mai à 13h. Cette année, nous aurons 15 vols charters composés de 430 pèlerins par vol. Et nous aurons sur les 7 550 pèlerins qui iront par vol régulier. Le vol inaugural du Hajj 2024 s'effectuera le lundi 27 mai 2024. Quant au dernier vol charter,
Il partira le mercredi 5 juillet. Le premier vol retour est prévu pour le lundi 24 juin 2024 et les derniers pèlerins par vol charter arriveront le mercredi 3 juillet 2024. Mais Semba Bamba affirme que 3421 visas ont déjà été délivrés et invite les candidats au respect des procédures. J'insiste pour dire que ces personnes ainsi inscrites irrégulièrement ne bénéficieront que d'un visa tourisme qui ne donne pas accès au circuit culturel du Hajj en Terre Sainte. Par ailleurs, je tiens à relever que toute personne ou agence non agréée qui se rendra coupable de telles pratiques clandestines s'expose à la rigueur de la loi. Lancé depuis le 11 novembre dernier, le coût du Hajj 2024 est fixé à 3 250 000 francs CFA. Ce sont 10 000 pèlerins retenus pour le pays, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. À l'étranger, les pluies de mousson aggravées par le phénomène climatique El Niño font des ravages au Kenya, dans l'est de l'Afrique, engloutissant des villages et menaçant de causer encore plus de dégâts dans les semaines à venir. De mars à aujourd'hui, le pays compte plus de 170 morts en raison des inondations. Face à cette situation qualifiée d'extrême, le président a invité les populations à évacuer les zones à risque. Les précisions de Nadia Eja. Depuis le mois de mars, les pluies diluviennes qui se sont abattues au Kenya ont fait 171 décès. Une situation critique jamais vécue dans le pays. Nous sommes d'accord pour dire que nous vivons des temps extraordinaires. Même les présentateurs météo affirment que nous vivons des extrêmes qui n'ont jamais été observés auparavant. Le mois de mai connaîtra des précipitations proches de la moyenne à supérieures à la moyenne. En d'autres termes, des précipitations accrues avec des tempêtes occasionnelles se produiront dans plusieurs régions. Le mois de mai 2024 marque également la fin de la longue saison des pluies prévue au Kenya, et pas seulement au Kenya, mais dans toute la région de l'Afrique de l'Est. Au niveau du ministère de l'Environnement, on déplore l'action humaine qui a contribué à causer ces inondations. Il est regrettable que la plupart des vies perdues soient dues à des personnes qui entravent les systèmes naturels de l'eau. Il y a des empiètements, des constructions dans les zones riveraines. Face à cette situation, le président a tenu une réunion de crise. Il a invité les populations dans les zones à risque à quitter les lieux. Nous demandons à tous les Kenyans qui se trouvent dans ces zones inondables de partir, car les prévisions indiquent que la pluie va continuer et que la probabilité d'inondation et de perte en vie humaine est réelle, et nous devons donc prendre des mesures préventives. L'heure n'est pas aux conjectures, mieux vaut prévenir que guérir. L'armée, le service national de la jeunesse et toutes les agences de sécurité ont été mobilisés pour aider les citoyens dans ces zones à évacuer afin d'éviter tout danger de perte de vie. Les politiciens de l'opposition et les groupes de lobby, quant à eux, accusent le gouvernement du président William Ruto de ne pas avoir été préparé et d'avoir tardé à réagir à la crise, malgré les alertes. Alors qu'il allait se soulager à 4 heures du matin dans les toilettes situées à l'extérieur de sa maison, Loré Dago David, directeur d'école à Zébizekou, sous-préfecture de Ouragayo, c'est dans l'ouest ivoirien. Il a été retrouvé mort dans un puits à 1 kilomètre de sa résidence. Certains y voient un suicide suite à une dépression, mais plusieurs indices orientent vers l'assassinat. Si vous voulez tout savoir sur cette histoire, suivez Focus Faits divers qui vient juste après ce journal dont c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.